Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 279. Si je vous dis influence et manipulation, est-ce que ça éveille quelque chose en vous? Si vous êtes un pro du marketing, il y a des chances que ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, dans quelques minutes, vous saurez tout sur ce livre qui est un pilier du marketing moderne. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ce livre, c'est un incontournable. C'est un des ouvrages les plus cités dans le monde du marketing, de la vente, mais aussi de la psychologie comportementale. Cialdini, c'est un psychologue américain qui a passé plus de 15 ans à étudier les mécanismes de la persuasion. Il s'est infiltré dans des équipes de vendeurs, des associations caritatives, des entreprises pour comprendre ce qui pousse les gens à dire oui. Résultat, il a identifié 6 grands principes d'influence qu'on retrouve partout, dans les pubs, dans les discours politiques, dans les stratégies de conversion et dans notre quotidien. Dans cet épisode, je vais vous présenter ces 6 principes avec des exemples concrets de leur utilisation et surtout comment vous pouvez les intégrer dans votre stratégie marketing de manière éthique, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de manipuler dans le mauvais sens du terme, mais de comprendre ce qui fonctionne naturellement dans le cerveau humain pour communiquer plus efficacement. Allez, c'est parti avec le premier principe, la réciprocité. Alors le principe de réciprocité repose sur un mécanisme profondément humain. Lorsque quelqu'un nous rend service ou nous offre quelque chose, nous ressentons naturellement l'envie ou alors même la pression de rendre l'appareil. C'est une règle sociale universelle présente dans toutes les cultures. En fait, elle structure nos échanges et nos relations, et c'est justement cette force sociale que Cialdini met en lumière dans son livre. Sur le plan psychologique, la réciprocité s'explique par le besoin d'équilibre dans nos relations, donner et recevoir. Lorsqu'une personne nous fait un cadeau, un geste, une faveur, même sans rien demander en retour, nous nous sentons inconsciemment redevables. Ce sentiment, il peut nous amener à faire quelque chose que nous n'aurions pas fait autrement. Ça peut être une réponse en nature, une aide future ou alors un achat. En marketing, ce principe est utilisé à grande échelle, parfois très subtilement. L'exemple le plus évident, c'est celui de l'échantillon gratuit. Vous recevez un petit produit à essayer sans obligation d'achat, mais ce cadeau crée une espèce de dette psychologique qui rend l'achat plus probable. Alors autre exemple, le contenu gratuit, offrir un guide, un PDF, une checklist, une mini-formation gratuite, c'est une stratégie fréquente, ce qu'on appelle un lead magnet, pour initier une relation avec un prospect. Ça déclenche un mécanisme de réciprocité. On m'a donné quelque chose de valeur, je veux bien laisser mon adresse email ou acheter un produit. Mais alors la réciprocité, ça ne fonctionne pas seulement à travers des objets ou des contenus, elle agit aussi dans les interactions humaines. Un conseil gratuit, un retour constructif sur un projet, une attention personnalisée, tous ces gestes désintéressés créent un climat de confiance et ouvrent la porte à une relation commerciale plus naturelle. Bon, attention, bien sûr, ce principe, s'il est mal utilisé, il peut basculer dans la manipulation. Si l'intention perçue derrière le geste, c'est de piéger ou de forcer la main, la stratégie, évidemment, peut se retourner contre vous. Le public n'est pas idiot. Il sent quand un cadeau est en réalité une tactique déguisée pour obtenir quelque chose. Pour que la réciprocité fonctionne de façon saine, il faut offrir avant de demander et offrir sincèrement. L'acte doit avoir une valeur pour celui qui reçoit, même si ça ne débouche pas nécessairement tout de suite sur une conversion. En résumé, la réciprocité, c'est un levier puissant parce qu'il repose sur un équilibre social universel. Bien utilisée, elle permet d'installer une relation de confiance, d'initier un échange positif et de poser les bases d'un marketing plus humain. Elle nous rappelle que souvent, pour recevoir, il faut commencer par donner. Deuxième grand principe, l'engagement et la cohérence. Le principe d'engagement et de cohérence, il repose sur une observation simple mais puissante. Nous avons tendance à vouloir être cohérents avec nos décisions passées. Une fois que nous sommes engagés, même légèrement, nous avons naturellement envie de tenir notre parole ou au moins de rester fidèles à l'image que nous avons de nous-mêmes. Robert Cialdini explique que ce besoin de cohérence est profondément enraciné dans notre identité sociale. Une personne qui agit de manière cohérente, elle est perçue comme fiable, comme stable, comme digne de confiance. À l'inverse, une personne qui change souvent d'avis ou se contredit peut être perçue comme instable ou alors peu crédible. Et comme nous tenons tous à préserver une image positive de nous-mêmes, nous avons tendance à rester sur le chemin que nous avons commencé à emprunter.
Alors en marketing, ça ouvre la voie à une stratégie redoutablement efficace, obtenir un petit oui pour en générer un plus grand ensuite. C'est ce qu'on appelle parfois la technique du pied dans la porte. Alors par exemple, ça va être de demander à quelqu'un de s'inscrire à une newsletter ou de répondre à un sondage. Ça peut paraître anodin, mais ce petit engagement initial crée une dynamique. Une fois que la personne a dit oui une première fois, elle sera plus encline à accepter des propositions plus importantes par la suite. Autre illustration, lorsqu'un client télécharge un guide gratuit. Ensuite, il va lire une série d'emails, puis il va participer à un webinaire. Petit à petit, il est engagé. Progressivement, il entre dans l'engagement, il a commencé un parcours et pour rester cohérent avec ses choix, il sera plus susceptible d'acheter le produit qui est proposé à l'arrivée. Plus susceptible, ça ne veut pas dire qu'il le fera nécessairement, mais il y a une plus forte probabilité. Alors ce principe fonctionne aussi dans l'autre sens. Une personne qui prend publiquement un engagement, par exemple en commentant un post, en partageant une intention ou en participant à un challenge, il sera plus motivé à aller jusqu'au bout parce que changer d'avis ou abandonner serait perçu comme un manque de constance. Ce levier, il est d'autant plus efficace qu'il est invisible. La personne ne se rend pas toujours compte qu'elle est en train de s'aligner avec son comportement passé. Alors ça renforce son implication et sa motivation sans besoin de pression extérieure. Mais attention, comme tous ces principes de persuasion, il peut être utilisé de manière malhonnête. Forcer un engagement ou faire croire à un engagement là où il n'y en a pas, ça crée une pression psychologique malsaine et ça peut clairement détériorer la relation avec le client. Donc pour utiliser ce principe de manière éthique et efficace, il est essentiel de proposer des engagements libres, progressifs et utiles. L'objectif ici, ça n'est évidemment pas de manipuler, mais de guider le client dans une démarche cohérente avec ses besoins et ses valeurs. En résumé, le principe d'engagement et de cohérence repose sur la puissance de la constance. En marketing, il permet d'amener le prospect à progresser naturellement dans son parcours en s'appuyant sur ses propres choix. Troisième principe, la preuve sociale. Le principe de preuve sociale repose sur une logique simple. Lorsque nous sommes incertains, nous regardons ce que font les autres pour nous guider. En d'autres termes, si beaucoup de gens adoptent un comportement ou valident un choix, alors ce comportement ou ce choix, il doit probablement être le bon. C'est un réflexe profondément ancré dans notre fonctionnement collectif et Robert Cialdini explique que ce mécanisme est particulièrement fort dans deux situations, quand nous manquons d'informations et quand nous nous sentons proches des personnes que nous observons. Plus nous nous identifions aux autres, plus nous sommes enclins à suivre leur exemple. En marketing, c'est un levier qui est très utilisé et très puissant, vous le connaissez. L'un des exemples les plus évidents, c'est celui des avis clients. Lorsque vous hésitez à acheter un produit, par exemple sur un site e-commerce, vous vous tournez presque instinctivement vers les évaluations et les commentaires qui ont été laissés par d'autres acheteurs. Si la majorité des gens sont satisfaits, vous êtes rassuré. Ce comportement est si courant qu'il est maintenant devenu un réflexe d'achat. Autre illustration, c'est un peu la même chose, les témoignages sur les pages de vente. Montrer que d'autres personnes ont déjà acheté votre produit, utilisé votre service et obtenu des résultats concrets, bien sûr, ça va renforcer la crédibilité de votre offre. Ça rassure le prospect en leur montrant que des gens comme eux ont déjà sauté le pas. Les chiffres aussi sont clairement des outils de preuve sociale. Plus de 10 000 personnes ont téléchargé ce guide. Ou alors, ils nous ont fait confiance et puis avec un logo d'une grosse entreprise très connue. Ou encore, ce service a été utilisé par 5 000 professionnels. Ces éléments-là, ça crée un effet de masse qui légitime l'offre. La preuve sociale, elle peut aussi passer par l'engagement visible sur les réseaux sociaux. Le nombre de likes, de partages, de commentaires, plus une publication est populaire, plus elle attire l'attention, simplement parce que elle semble déjà avoir été validée par d'autres. Bon, mais alors vous vous en doutez, comme tous ces principes d'influence, la preuve sociale peut être détournée. Acheter de faux avis, gonfler artificiellement ces chiffres ou manipuler des témoignages, c'est non seulement éthiquement très très discutable, mais ça tue la confiance à long terme. Et croyez-moi, les gens ne sont pas dupes, ils s'en rendront compte. À l'inverse, utiliser des témoignages authentiques, transparents, avec des noms, des photos, des vrais résultats, ça crée un effet qui est bien plus fort. Pour que la preuve sociale soit efficace et durable, elle doit être crédible, concrète et proche de votre audience. Alors mettez en avant des cas réels, des clients qui ressemblent à vos prospects et des résultats qu'ils peuvent s'imaginer atteindre. En résumé, la preuve sociale fonctionne parce qu'elle rassure
et elle guide. Elle montre que d'autres ont déjà franchi le pas, ce qui rend la décision plus facile à prendre. C'est un outil de persuasion à fort impact, à condition d'être utilisé avec sincérité. Le quatrième principe, c'est le principe d'autorité. Il repose sur l'idée que nous avons tendance à écouter et suivre des personnes qui sont perçues comme légitimes ou compétentes. Quand une figure d'autorité affirme quelque chose, on a souvent le réflexe de la croire, parfois même sans aller chercher à vérifier l'information. Ce comportement vient de notre éducation, de notre culture, et puis aussi de notre besoin de repères dans un monde, on ne va pas se dire de bêtises, qui est quand même de plus en plus complexe. Alors Robert Cialdini, il montre que ce mécanisme s'explique par la simplification mentale. Suivre l'avis d'un expert, ça nous évite d'avoir à tout analyser nous-mêmes. Ça nous fait gagner du temps, ça nous rassure, ça nous donne l'impression de prendre une décision qui en fait est plus sûre. C'est particulièrement vrai dans des contextes techniques ou dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. En marketing, le principe d'autorité est utilisé pour rassurer, légitimer et crédibiliser une offre. Il peut se manifester de différentes façons. La première, c'est la figure d'expert. Faire intervenir un professionnel qui est reconnu dans un domaine, ça donne instantanément du poids à votre message. Par exemple, mettons une marque de cosmétiques qui s'appuie sur un dermatologue ou alors un logiciel qui met en avant un consultant certifié. Il bénéficie de cette validation externe. Ça permet de dire ce que nous proposons est approuvé par ceux qui s'y connaissent vraiment. Un deuxième moyen, c'est d'utiliser les labels et les certifications. Vous savez, ces fameux labels officiels, les prix remportés, ou alors les partenariats avec une institution qui est reconnue. Tout ça, ça agit comme preuve d'autorité. Ça donne au client le sentiment que votre produit ou votre service, il a été validé, il a été testé et reconnu par des entités indépendantes. C'est un moyen de renforcer la confiance sans avoir à en faire trop dans le discours commercial. Troisième option, c'est les marques ou alors les figures influentes. L'autorité, bien sûr, ça peut passer par la réputation d'une marque ou d'une personnalité. Si votre produit est recommandé par quelqu'un de respecté, et pas uniquement célèbre d'ailleurs, quelqu'un de respecté, ça impacte directement la décision d'achat. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet de halo. La crédibilité de l'un rejaillit sur la crédibilité de l'autre. C'est un peu ce qui se passe quand j'invite un expert sur le podcast du marketing. Mécaniquement, la connaissance, la crédibilité de l'expert rejaillit sur moi. Et inversement aussi, le fait que j'invite cette personne, si vous suivez le podcast du marketing depuis longtemps, vous vous dites a priori que je propose des invités de qualité. Donc mécaniquement, sa crédibilité en est renforcée. Mais alors attention bien sûr, ici encore, la ligne entre influence et manipulation, vous vous en doutez, elle est très fine. Utiliser un faux expert, gonfler un CV par exemple, inventer une certification ou exagérer une collaboration, ça peut très vite se retourner contre vous. La confiance est fragile. Une fois rompue, elle est quasi impossible à reconstruire. Donc pour utiliser l'autorité de manière éthique, il faut jouer, comme toujours, la carte de la transparence. Présentez vos experts, expliquez leurs compétences, soyez honnête sur vos partenariats et vos références. Une autorité sincère sera toujours plus convaincante qu'un vernis superficiel et inventé. En résumé, le principe d'autorité, c'est un levier puissant pour rassurer, pour légitimer et pour guider vos prospects. Quand il est utilisé avec sincérité, il permet d'ancrer votre message dans la crédibilité et d'augmenter naturellement la confiance accordée à votre marque ou à votre offre. On arrive au cinquième principe, le principe de rareté. Alors lui, il repose sur un constat universel. Nous accordons plus de valeur à ce qui est rare, limité ou difficile à obtenir. Quand vous avez une ressource qui se fait rare, par exemple l'or, elle devient plus désirable, elle a plus de valeur. Ce mécanisme, il est ancré tellement profondément dans notre psychologie qu'on a fondé nos sociétés dessus. Ce qui est peu disponible est perçu comme plus précieux, parfois même comme plus urgent. Alors Robert Cialdini, il explique que la rareté agit en grande partie par peur de manquer. Ce qu'on appelle en anglais le FOMO, Fear of Missing Out. Quand une opportunité, elle semble limitée dans le temps ou limitée dans la quantité, on a tendance à vouloir en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Ce sentiment d'urgence peut accélérer la prise de décision, souvent de manière émotionnelle plus que rationnelle d'ailleurs. Et en marketing, ce principe de rareté, il est très souvent utilisé avec des résultats qui marchent d'ailleurs très très bien, à condition encore une fois qu'ils soient appliqués, vous l'avez compris, de manière honnête et bien dosée. Vous
Alors vous avez par exemple les offres limitées dans le temps. C'est l'une des plus classiques utilisations qu'on voit de la rareté. Vous avez une promotion qui expire dans quelques heures, un code de réduction qui est valable jusqu'à minuit, ou alors une session de formation qui se termine dans quelques jours. Ces délais créent un effet de tension douce, on va dire, qui pousse à l'action. Si l'offre restait disponible indéfiniment, eh ben le prospect pourrait procrastiner ou simplement oublier de prendre une décision. La deuxième option, c'est les stocks limités. C'est un peu le même principe, mais version produit. Vous avez un produit qui est disponible en faible quantité. C'est le fameux plus que 3 exemplaires en stock. Ou alors le édition limitée à 100 exemplaires. Ou alors place limitée à seulement 20 participants. Ces formules, eh bien, elles augmentent la valeur perçue de l'offre et puis elles créent une sensation d'urgence. C'est un petit peu les deux, hein. Bon, alors attention, hein, si les mêmes 3 exemplaires sont encore là 10 jours plus tard, vous passez un peu pour un rigolo. Troisième option, l'exclusivité. La rareté, ça peut aussi se traduire par un accès restreint à une offre, une formation qui va être réservée à un petit groupe, un produit qui va être uniquement disponible sur invitation ou alors une vente privée accessible seulement à certains clients fidèles. Ces éléments, ils renforcent ce sentiment d'exclusivité et ce qui est exclusif est souvent perçu comme plus désirable. Mais alors comme toujours, ces principes d'influence, la rareté, eh bien s'il est mal utilisé, vous vous doutez, ça ne marche pas. Créer une fausse urgence, mentir sur les stocks ou utiliser des compteurs factices, eh ben c'est une forme de manipulation qui va risquer d'abîmer votre image sur la longue durée. Les clients, encore une fois, ne sont pas idiots et une rareté forcée ou une rareté artificielle, ça finit par générer de la méfiance. Alors encore une fois, pour utiliser ce levier de manière éthique, il faut que la rareté soit réelle, sincère et justifiée. Vous pouvez très bien limiter le nombre de places parce que vous souhaitez assurer un accompagnement personnalisé ou alors restreindre une offre dans le temps parce que vous ouvrez des sessions ponctuelles. Tant que c'est expliqué clairement, votre audience comprendra et appréciera. En résumé, la rareté, c'est un levier très puissant parce qu'elle réveille l'instinct d'action. Elle pousse à décider plus vite, à prendre une décision. Et donc, bien utilisée, elle valorise votre offre, elle renforce l'engagement de vos prospects. Maintenant, bien sûr, si elle est mal utilisée, encore une fois, elle casse la confiance. L'enjeu, comme toujours, c'est de rester honnête et transparent. On arrive au sixième et dernier principe, le principe de sympathie. Le principe de sympathie, on dit liking aussi en anglais, il repose sur une idée simple. Nous avons plus tendance à dire oui aux personnes que nous aimons bien. C'est un principe, évidemment, heureusement, j'ai envie de dire, qui est profondément humain. On préfère dire oui à quelqu'un qui nous ressemble, qui nous comprend et avec qui on a un lien positif plutôt qu'à une personne qui est distante ou impersonnelle. Alors Robert Cialdini met en lumière plusieurs éléments qui nourrissent ce sentiment de sympathie. Le premier, c'est la similarité. On aime ceux qui nous ressemblent. C'est dur à dire, mais la réalité, elle est là. Que ce soit dans les valeurs, que ce soit dans l'apparence ou que ce soit dans les opinions, ça nous rassure. Le deuxième, c'est les compliments. On est plus enclin à apprécier une personne qui nous valorise. Ben oui, désolé, c'est comme ça. Et le troisième, c'est la coopération. On s'attache plus facilement aux personnes qui semblent jouer dans notre équipe, qui semblent être avec nous, qui cherchent à nous aider. Alors en marketing, on l'utilise parce que l'émotion joue un rôle central dans la décision d'achat. Une marque ou un vendeur qui est perçu comme sympathique, il inspire plus de confiance, il retient davantage l'attention et il crée un lien émotionnel qui peut faire la différence au moment de choisir. Par exemple, c'est le cas des influenceurs ou alors des ambassadeurs. C'est un des exemples les plus flagrants d'application du principe de sympathie. Les consommateurs suivent certains influenceurs, par exemple sur les réseaux sociaux, non seulement pour ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont à montrer, mais surtout parce qu'ils les apprécient personnellement. Lorsqu'un influenceur recommande un produit, sa communauté a plus tendance à l'acheter, pas seulement parce que le produit est intéressant, mais surtout parce que ça vient d'une personne qu'ils aiment et à qui ils s'identifient. La deuxième raison, c'est le storytelling et les valeurs. Une marque qui raconte une histoire humaine, authentique, qui partage ses valeurs, ses défis, sa mission, d'un coup, elle devient beaucoup plus accessible. Elle ne se contente pas de vendre, elle communique une personnalité, elle communique une vision. Et cette personnalité, elle peut être aimée. C'est ça, en fait, qui fait qu'on s'accroche. C'est parce que la personnalité, on peut l'aimer. La marque, c'est plus compliqué. Des marques comme Patagonia, comme par exemple Michel et Augustin, elles ont très, très bien utilisé ce levier. Elles ont créé, en fait, un attachement affectif à leur univers. Ça va bien plus loin que le produit lui-même.
Et puis la troisième option, c'est l'interaction humaine, hein. Un ton chaleureux, un service client qui est à l'écoute, des messages personnalisés. Tous ces éléments-là renforcent le sentiment de proximité et de sympathie. Sur les réseaux sociaux, les marques qui prennent le temps, par exemple, de répondre aux commentaires, de partager des contenus que leurs clients, que leur audience va aimer, de montrer les coulisses de ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours, ça crée une connexion qui est très forte avec l'audience. Mais alors attention, encore une fois, la sympathie ne doit pas être feinte. Vous avez compris le principe, hein. Un sourire forcé, un message qui est généré automatiquement, un storytelling qui semble pas tout à fait vrai, ça va, encore une fois, casser la confiance et éloigner le client de la personne ou de la marque. Pour que le principe fonctionne, il faut que la relation soit authentique. Bon alors, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde, mais si vous incarnez une identité qui est sincère, si vous partagez votre vision avec conviction, alors les bonnes personnes s'attacheront à votre marque, à votre personnalité et elles vous suivront naturellement. En résumé, la sympathie, c'est un levier de persuasion qui est discret, mais qui est redoutable. Il ne pousse pas à l'achat, comme par exemple des arguments logiques, mais il crée un lien émotionnel, une confiance spontanée qui rend la relation plus forte et plus durable. Alors je résume, à travers ce livre Influence et manipulation, Robert Cialdini ne nous donne pas une série de techniques magiques pour convaincre. Il nous donne quelque chose de beaucoup, beaucoup plus intéressant. Il nous donne une compréhension fine des mécanismes psychologiques qui influencent les comportements humains. Et surtout, il nous invite à les utiliser de manière éthique dans une logique de relation et non pas justement de manipulation. Donc je les reprends. La réciprocité, c'est le fait que nous ayons naturellement envie de rendre l'appareil à ceux qui nous donnent quelque chose. En marketing, ça se traduit par l'importance de donner avant de demander. Deuxième principe, c'est l'engagement et la cohérence. Une fois qu'une personne a commencé à s'engager, elle cherche à rester cohérente avec ses choix. Troisième principe, la preuve sociale. Quand nous doutons, nous regardons ce que font les autres. L'être humain est un animal social et ça reflète fortement ses décisions d'achat. Quatrième principe, l'autorité. Face à l'incertitude, nous faisons confiance aux experts. Cinquième principe, la rareté. Ce qui est rare est précieux. Limiter une offre dans le temps ou en quantité, ça peut déclencher un sentiment d'urgence. Et puis sixième principe, la sympathie. Nous aimons dire oui aux gens que nous apprécions. Alors ces 6 leviers, bien sûr, ce ne sont pas des outils à prendre de façon isolée. Vous pouvez les intégrer dans votre marketing. Ils peuvent être combinés, ils peuvent être intégrés à vos contenus, à vos offres, à vos tunnels de vente. Ils permettent de faciliter la décision d'achat, de rassurer et de créer la confiance. Vous l'avez compris, pas besoin de le repréciser, il faut les utiliser avec respect et ils vous permettront de construire des stratégies puissantes, durables et surtout profondément humaines. Je vous dis à très vite.